Bonjour à tous et à toutes. Dernier chapitre de notre série consacrée à la mécanique et à l'étude des mouvements, le principe d'inertie. Pour une fois, une seule compétence pour ce chapitre, mais non des moindres, savoir utiliser le principe d'inertie pour interpréter des mouvements simples en termes de force. Un plan du cours réduit, un historique pour commencer, le principe d'inertie ensuite, et enfin quelques exemples. Un peu d'histoire. Cette partie n'est pas nécessaire pour le cours, mais elle montre le cheminement des idées au cours des siècles. Nous sommes aux environs de 350 avant Jésus-Christ, et voici Aristote, philosophe de son état, élève de Platon, précepteur d'Alexandre le Grand. Sa vision du monde est centrée sur la nature ou sur sa perfection, et son idée que l'état naturel d'un corps est d'être immobile en son lieu naturel, et son mouvement naturel est d'y retourner. Autrement dit, un objet en mouvement tend à s'arrêter. Ce n'est pas foncièrement faux, c'est ce qu'on peut constater. Lancez un objet, et il finira par s'immobiliser. Il a également conceptualisé l'action mécanique, même s'il ne l'appelle pas action mécanique. Tout objet, pour être déplacé, doit être mu par une action, l'arrêt de l'action, entraînant l'arrêt de l'objet. Intéressant, mais pas tout à fait vrai. Si je lance un objet, l'action cesse quand le contact entre ma main et l'objet cesse. Pourtant, l'objet continue son mouvement jusqu'à son arrêt. Plus tard, des philosophes de l'école aristotélicienne vont avancer le concept d'impetus. Un fervent défenseur et théoricien de l'impetus est Jean Buridan. Nous sommes au Moyen Âge, vers 1340. Il reprend la vision d'Aristote et la complète. L'action initiale effectuée sur la pierre lui communique un impetus. C'est cet impetus qui entretient le mouvement. Ah oui, impetus en latin signifie mouvement en avant, pousser ou encore élan. Buridan poursuit. L'impetus perd peu à peu de sa force et une fois cet impetus épuisé, la pierre prend son mouvement naturel et tombe. Un peu comme si l'impetus était un réservoir d'élan, un réservoir d'impulsion, et lorsque ce réservoir est vide, le corps reprend son mouvement naturel et tombe. Et ça, c'est très aristotélicien comme théorie. Encore une fois, cette théorie a du sens dans la vie quotidienne. Mais sur la route de l'impetus se trouve Galilée, le Galilée du modèle héliocentrique, le Galilée à la lunette astronomique qui découvre 4 satellites autour de Jupiter. Galilée étudie le mouvement. La légende le donne expérimentateur à la tour de Pise, la réalité est sans doute tout autre. Il a expérimenté dans son laboratoire sur des plans inclinés et on lui attribue la première ébauche du principe d'inertie. Le mouvement rectiligne et uniforme d'une bille roulant à vitesse constante sur un plan horizontal se poursuit indéfiniment si on a écarté tout obstacle. Son idée géniale, c'est de penser qu'une bille qui roule sur une table parfaitement lisse roulera indéfiniment tant qu'il n'y aura pas d'obstacle ou de force pour contrarier le mouvement. C'est une belle intuition. C'est René Descartes qui, un des premiers, si ce n'est le premier, va postuler le principe d'inertie dans son ouvrage Les principes de la philosophie, publié en 1644 pour la version latine et en 1647 pour la version française. C'est du français de l'époque, évidemment, dont on peut voir un extrait. Cet extrait est particulièrement intéressant dans la définition du principe d'inertie qui ne porte pas encore ce nom. La première loi de la nature, que chaque chose demeure en l'état qu'elle est pendant que rien ne la change. Et il faudra attendre 1687 et Newton pour que le principe d'inertie soit enfin énoncé. C'est ce qu'a fait Newton dans son livre Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. En français, principe mathématique de la philosophie naturelle. La traduction en français d'ailleurs se fera en 1756 par Émilie du Châtelet. Petit aparté pour dire que ce livre est sans doute un des plus importants livres scientifiques jamais écrits. Newton commence ainsi. La force inhérente à la matière, vis incita, est le pouvoir qu'elle a de résister. Et puis il poursuit. C'est par cette force que tout corps persévère de lui-même dans son état actuel de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite. Et voilà, le principe d'inertie est né. Certes, Newton, avec sa force inhérente à la matière, utilise encore des concepts anciens, mais l'essentiel est là, il est présent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la première loi de Newton. Alors on peut maintenant énoncer plus clairement le principe d'inertie. En l'absence de force, ou si les forces qui s'exercent sur un corps se compensent, le corps est soit immobile, s'il n'a pas de vitesse initiale, soit en mouvement rectiligne uniforme, s'il possède une vitesse initiale.
Mais ce n'est pas tout. On a également la réciproque. Réciproquement, si un corps est au repos, immobile, ou en mouvement rectiligne uniforme, alors il n'est soumis à aucune force ou les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Des forces qui se compensent, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons déjà l'exemple avec deux forces. Deux forces se compensent si elles possèdent la même valeur, la même direction et des sens diamétralement opposés. C'est-à-dire que leurs effets combinés ne produisent aucune modification du mouvement du corps. La somme de ces deux forces, lorsqu'on les représente par des vecteurs, est le vecteur nul. Un exemple pour illustrer ça. On va étudier le morceau de glace dans le référentiel du camion. Les forces qui s'appliquent sont le poids et la réaction du support, le plancher de la benne du camion. Les forces se compensent, le morceau de glace est immobile par rapport au camion. Deuxième exemple, on étudie le camion qui roule sur la route, ligne droite. On fait le bilan des forces à nouveau. Le poids du camion, la réaction de la route pour chacune des roues, la force de traction exercée par le moteur et la résistance de l'air. Les forces se compensent, le camion est en mouvement rectiligne uniforme. Et oui, les forces de traction du moteur, ici, ne servent qu'à compenser les forces de frottement qui cherchent à ralentir continuellement le camion. Dernier exemple, un skieur sur une piste de KL. On étudie le skieur dans un référentiel terrestre. Il est soumis uniquement à deux forces, son poids et la réaction de la piste. Le poids s'applique vers le bas, mais la réaction de la piste est une force qui est perpendiculaire à la piste, qui est ici bien inclinée. C'est une piste de kilomètres lancés. Du coup, la somme des forces, on parle bien de la somme vectorielle, n'est pas nulle, donc le skieur n'a pas une trajectoire rectiligne uniforme. Et dans ce cas précis, c'est une trajectoire rectiligne accélérée, même très accélérée, pour finir en bas de la piste à plus de 250 km/h. Allez, c'est maintenant. Voilà, c'est fini pour ce chapitre 11 et c'est fini aussi pour la partie mécanique du programme de seconde. Donc on se retrouve rapidement avec un chapitre 12 qui parlera à nouveau de chimie. N'hésitez pas à commenter, poser des questions, abonnez-vous, likez, partagez, tweetez, etc. etc. Et n'oubliez pas surtout, la physique, c'est facile.